Et là, c'est pas ça, là? Enfin bon, bref, laissons. Donc, je reprends. Le début ne sera pas dans l'enregistrement, mais bon. Donc, j'en étais en 1980, donc Würde der Kreatur, qui finalement va être introduit dans la Constitution suisse en 1992. Donc, il s'est passé encore 12 ans. Le terme va être, comment dire, traduit dans les trois langues officielles de la Suisse, plus enfin, les trois langues fédérales, plus la traduction officielle en anglais. Et lors de la révision de la Constitution en 2000, alors c'est 2000, c'est ça, il y a eu des protestations du groupe français fédéral pour dire que cette formulation ne pouvait pas passer en français, donc il fallait traduire par intégrité des organismes vivants. Bon, il n'y a que les Français qui ont des problèmes de vocabulaire. Euh, et le premier rapport, alors suite à l'introduction de cette mention que l'on doit respecter la dignité de la créature pour les plantes, les animaux et les autres organismes, suite à ça a été créée une commission fédérale d'éthique dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine non humain, et qui donc est chargé d'instruire cette question et de voir quelle est son applicabilité juridique, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une phrase dans une constitution pour que ça se traduise en droit. Et donc, on arrive en 2008 pour le rapport qui a été publié par cette commission d'éthique sur la dignité de la créature dans le domaine végétal. Donc, en fait, si on prend tout l'historique, il a fallu quand même beaucoup de temps pour arriver à ce premier rapport. Rapport qui a suscité des vagues très diverses, certains enthousiastes, certains extrêmement en colère en disant on va nous empêcher de faire de la recherche, c'est une absurdité. Et d'autres trouvant que c'était très amusant, que les Suisses étaient vraiment des gens assez comiques, ce qui a valu l'attribution du prix Nobel parodique de la paix à la Suisse et à la commission d'éthique. Donc, petite perturbation fédérale. Alors, en fait, grâce à cette... mon objectif, c'est pas de juger, de juger comment dire, la pertinence ou non de cette, comment dire, de cette mention, de cet article sur la dignité de la créature, mais c'est de constater que depuis que cette idée a été introduite, eh bien, on peut compter depuis 1992, disons, si on prend l'introduction dans la Constitution fédérale de l'article, eh bien, ça fait 3 décennies. Au total, donc, il y a eu des colloques, il y a eu, auxquels j'ai eu la chance de participer, euh, comment dire, voilà, il y a plus de 20 ans. Il y a eu aussi donc, ce rapport dont j'ai parlé, et puis là, on a fait aussi, dans la revue La Pensée écologique, on a fait un dossier spécial sur les 30 ans de cet article. Alors, le rapport, très brièvement, en fait, c'est un rapport qui a évidemment été sûrement, enfin, il y a toute une instruction, hein, donc il y a des consultations, il y a les membres de la commission, etc. Bon, en gros, quelque chose qui était déjà en train d'émerger, c'était la question, est-ce que les plantes seraient sensibles, mais qui ne fait pas consensus, qui ne faisait pas et qui ne fait pas consensus. Et donc, les recommandations, c'était des recommandations, somme toute, relativement logiques par rapport à, disons, des connaissances biologiques, écologiques dont on dispose, à savoir que, voilà, respecter l'autonomie, les structures relationnelles. Et alors, surtout, là où il y a vraiment unanimité, c'était la proscription des nuisances arbitraires, mais qui, très rapidement, a soulevé quand même des questions, parce que qu'est-ce que c'est l'arbitraire? Si on fait de la recherche, a priori, c'est pas arbitraire. Si on a un projet économique, c'est a priori pas arbitraire. Oui, alors donc c'était là que j'avais mentionné le IG Nobel Prize, le cri de la carotte. Alors, disons que au-delà comment dire, de toute cette consultation juridique, philosophique et finalement pluridisciplinaire,
en fait, on aboutit quand même à la naissance de l'éthique végétale, un champ qui finalement n'existait pas vraiment jusqu'alors, puisque les éthiques environnementales, disons, se sont différenciées, enfin, s'est différencié au sein des éthiques environnementales, la question de l'éthique animale. Mais l'éthique animale, elle a un historique qui remonte quasiment au XVIIIe siècle. Donc, enfin, il y a un long historique, même s'il y a aussi un historique dans le cadre des questions sur est-ce que les plantes souffrent, est-ce que elles sont dotées de sensibilité, etc. Ce sont des questions qui se sont posées dès le XVIIIe siècle, mais néanmoins, ça ne s'est pas traduit par l'émergence d'un champ spécifique dédié à l'éthique végétale. Donc on peut dire, même si on pourra voir bien sûr qu'il y a d'autres ramifications, que quand même ça a été un déclencheur quand même très important dans cette question. Et alors notamment, je mentionne parce qu'il y a eu en Autriche l'attribution de l'équivalent d'une ANR à Angela Kaloff sur cette question. Donc, c'est quand même assez notable. Et donc, ça aboutit au premier ouvrage consacré à cette question en 2018. Et là, tout récemment, au mois de mai, cette fois-ci, Quentin Hiernaut, en Belgique, a donc organisé un colloque qui était dédié aussi à cette question, qui devrait aussi se traduire par un autre ouvrage. Alors, les retombées, donc, catalyseurs dans l'émergence de l'éthique végétale, alors, donc, beaucoup de travail autour des critères. Quels sont les critères? Qu'est-ce que ça veut dire dignité? Donc, les questions de valeur intrinsèque, de valeur inhérente, d'intégrité, d'épanouissement. Voilà. Et aussi d'autres critères qui sont rapportés à, comment dire, à euh, enfin, qui ont une dimension relationnelle, qui sont liées aux dispositions qui sont mobilisées par des agents. Donc des vertus, une éthique relationnelle, le care. Voilà, donc tout ça, c'est un peu des ingrédients qui ont contribué à cette émergence, avec des intersections, avec d'autres composantes qui sont assez nombreuses. Et ce qu'on peut comprendre, parce que finalement, les plantes, finalement, elles nous intéressent dans tous les champs disciplinaires quasiment. Donc, dans le domaine de la philosophie des plantes, c'est le caractère paradigmatique du végétal qui a beaucoup contribué à ces questionnements. Les questions autour de l'éthologie, de la cognition, est-ce que les plantes sont sensibles, ont des comportements, sont intelligentes? Toute une réflexion sur l'écoféminisme. Voilà, oui, on n'a pas pris en considération les plantes parce que finalement, c'est une pensée colonialiste qu'il faut décoloniser. Donc, toute la question autour de la reconnaissance des non-humains. Et puis, dans le domaine esthétique, le végétal, il a toujours eu comment dire, une grande importance d'inspiration et il est constamment, et d'ailleurs il y a une réappropriation dans ce domaine de toutes les questions philosophiques, biologiques, etc., qui se posent sur les plantes. On reste, les conclusions qu'on peut avoir sur cette consultation, c'est aussi que finalement on a quand même des contraintes, c'est qu'on reste finalement pris dans un ratiocentrisme, c'est-à-dire qu'au fond, et on le voit bien dans toutes les questions autour de l'intelligence, de la sensibilité, que, enfin, finalement, on n'arrive pas à quitter cette position. Et c'est aussi la question de l'anthropocentrisme, non pas moral, mais l'anthropocentrisme épistémique, c'est-à-dire qu'on a forgé un certain type de connaissances coloniales, peut-être, hein, finalement, et donc, on est dans une approche, enfin, disons, les sciences ont une approche positiviste et nominaliste du vivant, donc, dont il est très difficile de se démarquer. Donc, et par ailleurs, il faut aussi noter que finalement, la question, comment dire, juridique, elle ne peut pas être aussi facilement évacuée parce que finalement, toutes les institutions et toutes les réglementations, elles ont intégré finalement cette posture de réification des végétaux. Et je cite notamment le cas de de la Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés de plantes, donc dans lesquelles les plantes, et ça date déjà depuis 1961, toutes les parties des plantes sont du matériel. Et les termes qui sont utilisés dans, comment dire, des articles, des réglementations, ils ne se changent pas comme ça, simplement parce qu'on décide que nous, on trouve que si les plantes sont sensibles, par exemple. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne vais pas vraiment aborder ici parce que, après, je voudrais passer à Plante CoPlab, donc comme on a un temps limité. Mais
bon, je pourrais éventuellement y revenir. Pour moi, disons que c'est juste un résumé très succinct de ce que moi, je me suis employée à faire, disons, dans mon travail philosophique. Et donc, pour aussi, c'était comment fonder une éthique pour les plantes. Pour moi, il fallait dépasser cette idée d'essayer enfin, il fallait essayer de se débarrasser du fantôme animal qui se trouve toujours derrière les représentations que l'on a des végétaux, ce qui est très difficile puisque la forme de notre pensée, comme le disait une collègue euh, canadienne, philosophe Karen Hull, la forme de notre pensée est animale. Donc, pour moi, il s'agit de développer aussi, de sortir d'une science qui est mécanocentrique, finalement, et donc d'aborder aussi, enfin, de reconsidérer l'ontogénèse végétale et l'ontologie végétale, et en termes d'agentivité, mais aussi pas d'une manière décontextualisée, en relation avec le fait que finalement, bon, un des aspects majeurs, et notamment parce que moi je travaille à l'INRA, donc les questions d'alimentation sont très importantes, et je trouve que justement, faire lien entre, comment dire, dignifier les plantes, entre guillemets, et se nourrir, je trouve que c'est une des questions fondamentales, et que si on ne la, comment dire, on l'esquive, bon, on va avoir une éthique de confort et de salon, mais on n'aura pas une éthique qui est vraiment, je dirais, opérante. Donc pour moi, le concept de métamorphose est central aussi, comme une forme d'intentionnalité ou d'intention des plantes. Et voilà, donc après, je ne vais pas rentrer dans ces questions. Et donc la question de l'agentivité, c'est une des notions dont on discute notamment avec Viola. Euh, ben voilà, c'est une notion qu'on peut utiliser, disons, par commodité, mais elle est très chargée philosophiquement, et elle est pas non plus complètement, enfin, je veux dire, elle ne sera pas forcément acceptable. Donc, il faut chercher à quelles conditions on peut l'utiliser. Alors, donc, je voudrais en venir maintenant au fait que là, ce dont je vous ai parlé, c'était une approche, enfin, surtout, disons, déontologique, hein, c'est-à-dire, bon, voilà, on essaye de trouver des formes juridiques, des formes de, comment dire, de prescription, des formes de normativité pour essayer d'encadrer nos relations avec les plantes. Maintenant, on peut avoir d'autres approches que j'ai un peu évoquées, c'est d'avoir des approches qui sont plus situées, enfin, disons, d'arriver à des approches en pratique. Donc, de situer le tournant végétal cette fois. Donc, moi, c'est ce qui a été une des choses qui m'a un peu amené à finalement faire un certain nombre d'expériences, dont deux expériences d'université non institutionnelle, donc Université du Vivant et Université paysanne de Sologne, donc avec des acteurs de la société, et d'autre part aussi à coordonner deux manifestations d'art et d'écologie sur les terrains de l'INRA à Versailles. Et voilà, donc voilà, ça c'est les étapes. Donc juste mentionner que dans le cadre d'Université du Vivant, qui s'est constitué c'est un consortium d'associations, d'organisations de la société, le thème de la relation homme-plante, ça a été tout de suite celui qui a focalisé, enfin qui a été très rassembleur, et qui a focalisé l'organisation d'un premier événement, d'un premier séminaire, et avec tellement d'enthousiasme qu'il y en a eu un deuxième ensuite, 2 ans après. Donc il y a eu une publication qui est toujours disponible, hein, c'est un petit livret d'une soixantaine de pages. Il y a eu aussi un DVD, par contre, lui, je ne sais pas trop, il faut peut-être faire des copies, mais il doit être épuisé. Toujours est-il que les formats dans lesquels ça s'est déroulé, ben, ça ressemble un petit peu au format dans lequel on travaille aussi dans le cadre de Plantes CopLab, donc de façon très transdisciplinaire. Et voilà. euh, ah oui. Donc, dans le cas des plantes, ça c'est juste des illustrations de ces événements donc, qui ont eu lieu sur les terrains d'INRAL. Il y en a un, c'était dans le cadre de l'année Le Nôtre, et l'autre, c'était dans le cadre du festival Art COP 21 pendant le déroulement de la COP 21. Là, je vous ai mentionné.
Oui, je vous signe, j'ai juste pris deux illustrations ici. C'était deux colloques qui ont été organisés dans le champ plutôt de l'esthétique ou de l'art autour de enfin, comment le végétal inspire, mais inspire pas seulement, comment dire, d'une manière comme un spectacle ou un décor, mais aussi en tant qu'agentivité, justement. Et c'est ça qui est assez fascinant, parce qu'en général, le végétal est paradigmatiquement immobile. Et en fait, on voit que dans le domaine de l'art, c'est un petit peu le contraire qui est recherché comme expression. Alors, j'en arrive à Plan de CopLab, qui est aussi, alors c'est un projet qui est un projet, comment dire, de recherche. Donc, c'est pas un projet comme ceux dont je vous ai parlé avant, qui étaient des projets menés en partenariat avec différents acteurs de la société. Euh, mais c'est un projet qui avait, dès sa conception, disons, l'idée d'être aussi transdisciplinaire. Alors, d'une manière, alors voilà, les plantes dans le champ du travail, coopération pour une alimentation durable. Donc, on est bien là encore sur cette question de l'alimentation. On est dans le champ de l'agriculture et on introduit la question aussi du travail, mais on est dans le champ du travail, donc on n'est pas forcé d'être non plus focalisé sur le travail, mais on est dans les activités productives, disons. Et donc, on va prendre en considération à la fois ce que les plantes font, ce qu'elles font dans nos champs, on pourrait dire, et puis ce qu'elles nous font faire, c'est-à-dire comment on travaille avec elles. Alors, cette approche donc inter et transdisciplinaire, elle est menée donc avec effectivement des praticiens, euh, pas seulement donc dans le champ de l'agriculture, mais on a aussi mené aussi comment dire, euh, une étude avec des cueilleurs, donc, je pense qui intéresse plus de personnes ici. Donc, c'est un partenariat avec des membres de ce laboratoire UMR S'adapte auquel j'appartiens et aussi de laboratoire que j'ai mentionné avant, l'équipe de Jocelyne Porcher à Montpellier. Voilà. Donc, initialement, on avait pensé faire deux choses, un séminaire de recherche et puis à côté, mener des ateliers débats avec les praticiens. Mais comme on a commencé en 1921 et que 1921, bah, c'était 2021. 2021, comme vous savez, on avait quelques petits soucis de confinement et autres. Donc finalement, on a organisé un webinaire. Ce webinaire était focalisé sur la question du travail, alors, en partant du travail humain, travail animal, et on est parti de la façon dont ces questions avaient été traitées, avaient été abordées, et donc toute l'expérience qui avait été acquise dans l'équipe Animal Lab, et donc ensuite en cherchant à l'étendre aux autres vivants. Donc ce webinaire était pas seulement un webinaire, parce qu'il y avait un atelier avec des praticiens comment dire, à l'Université de Limoges, avec une collègue euh, euh, Nicole Pigné, pardon, qui a participé aussi à la moitié disons, de ce projet. Voilà. Alors ça, c'est ma propre. J'ai tenté de faire une petite description du champ du travail dans le domaine de l'agriculture pour dire, bon, d'un côté, on a cette question de la production des nourritures abordée, et on va dire d'abord, on pourrait dire en termes de travail. Donc, on a posé la question du travail. Donc, c'est ce qu'on a abordé en premier. Et en partant de ce cadre qui a été mobilisé par l'équipe Animals Lab, la psychodynamique du travail, qui a été introduite par Christophe Dejour. Et donc, c'est la psychodynamique du travail. C'est une approche par la clinique du travail. On part de la souffrance au travail pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le bien-être ou le plaisir au travail. Et donc, dans cette approche où il y a trois dénominateurs qui sont travailler, ça signifie produire, ça signifie se produire soi-même, et ça suppose aussi d'avoir des interactions avec d'autres. Et ça, c'est les conditions au travers desquelles, disons, peuvent se réaliser l'épanouissement des personnes au travail et sur la base desquels, finalement, il est possible aussi d'aborder, d'envisager, d'étudier le travail, enfin, ce que font les animaux au travail, et de voir aussi que finalement,
est-ce qu'on peut vraiment dire que les animaux travaillent? En tout cas, on peut dire qu'ils adoptent des comportements spécifiques à leurs conditions de travail. Mais on a buté, évidemment, on a beaucoup discuté de ces questions sur le fait que est-ce que les plantes travaillent? Est-ce qu'on est seulement dans la métaphore? Alors, ce qu'on a constaté au travers de nos diverses, comment dire, échanges entre nous et avec les praticiens, c'est que finalement, la catégorie même du travail, elle posait problème. C'est-à-dire qu'il y avait une résistance. Le travail, ça évoquait quelque chose de négatif, ça évoquait plutôt des questions de, comment dire, de contraintes, de torture. Enfin bon, on avait beaucoup un peu de refus et opposé au fait que nous, on vit. On vit, on ne se pose pas la question, est-ce que je travaille, quand est-ce que je commence à travailler, quand est-ce que je m'arrête de travailler, etc. Voire, on veut bien parler du travail, mais alors on va distinguer, il y a le travail vivant et il y a le travail mort. Donc le travail mort, c'est celui qui est rejeté, hein, et le travail vivant. Donc ce qui fait que la question de la vie, et je rajoute l'agentivité, donc c'est que je mettrais un peu en vis-à-vis pour sortir un peu peut-être de la problématique du travail, nous permettrait peut-être, c'est une hypothèse que je formule, de parler d'une physiodynamique du travail. En tout cas, il y a aussi cette question, il n'y a pas que le psycho, il y a aussi le physio. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aussi intégrer les plantes, parce que les plantes, bien, elles font aussi quelque chose, elles vivent aussi, elles ont aussi une agentivité, elles s'épanouissent, elles croissent, etc. Et leur particularité, c'est que leur production est identique en quelque sorte à leur autoproduction, à leur production d'elles-mêmes. Et donc, ce faisant, on va pouvoir envisager la question de la coopération, qui est finalement quand même plus centrale finalement que la question du travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, pas seulement une relation affective, émotionnelle, ou etc., mais c'est vraiment une relation aussi où finalement, bah, il y a du travail, il y a des attentes de production. Donc, on va pouvoir parler de co-travail éventuellement dans le cas de la relation entre l'animal et l'humain, mais dans le cas des plantes, ben, on va pouvoir parler de co-agentivité et donc envisager la coopération dans ces termes-là. Et alors, si d'un côté, on pourrait dire que le travail, ce qui est important là, dans la notion du travail, et on est revenu plusieurs fois dessus, c'est que ça permet de politiser quand même les questions. C'est-à-dire que si on n'est que du côté de la vie, on perd un peu cette force, en tout cas, on va questionner cette catégorie dans le champ socio-économique et politique. Lorsqu'on est du côté de la vie et de l'agentivité, on va peut-être faire ressortir davantage la question de l'éthique, bien que éthique et politique, hein, sont intriqués évidemment. Et disons que la soutenabilité, qui est l'enjeu, bah, la soutenabilité, c'est quand même un critère, ça peut être un critère descriptif, c'est comme ça que la science veut l'aborder, mais en réalité, c'est normatif. La soutenabilité, c'est aussi quelque chose, c'est la visée de la vie bonne en quelque sorte. Et donc, c'est quelque chose qui a un contenu éthique. Et, enfin, les agroécologies, hein, pour dire qu'il n'y a pas une agroécologie, ben, elle va articuler ces deux domaines. Et finalement, on pourrait dire, alors ça, encore une fois, c'est ma lecture, hein, on pourrait dire que la coopération, ben, ça devient comment dire, son noyau le plus important. Est-ce que les agroécologies sont capables de démontrer qu'elles sont dans un rapport de coopération? Alors, je passe à la deuxième étape, puisque bon, que chaque année, on fait une nouvelle édition. Ça nous prend beaucoup de temps de mettre en place en fait, ces journées d'études. D'abord parce qu'on vient de disciplines différentes, qu'on partage des choses, des expériences différentes. Et aussi parce que ben, finalement, c'est quand même un objet qui est assez récalcitrant à se laisser enfermer finalement dans une petite boîte. Alors, deuxième épisode, cette fois, on a décidé de laisser l'humain, enfin, en tout cas, les approches du travail humain et animal, et de se concentrer sur les activités des plantes. Qu'est-ce que font les plantes, finalement?
Alors cette fois-ci, on était très content d'être déconfinés et de pouvoir être en présentiel. Donc on était sur ce site qui a tout un historique, hein, la ferme de Sainte-Marthe, avec comment dire, un historique de transmission pédagogique, de formation et de transmission aussi de semences, puisqu'il y a une collection très importante de variétés de semences anciennes et locales bio. Voilà, et donc la création qui est en cours d'une université paysanne. Alors, la façon dont on a travaillé, ben, en fait, on organise donc des ateliers débat, donc des sessions on organise autour de questions qui peuvent paraître très, très simples telles quelles, mais qui en fait nous demandent quand même pas mal de temps d'élaboration pour essayer de faire en sorte que comment faire pour qu'on perde pas, qu'on se disperse pas finalement, parce que les plantes ont un effet dispersant. C'est-à-dire quand on commence à discuter, on s'aperçoit qu'on va se mettre très vite à parler des vers de terre, des abeilles, de plein, plein, plein de questions. Donc comment on peut arriver à tenir notre question centrale et sans trop se perdre. Donc ça a été enfin bon, voilà, une des raisons pour laquelle on a passé du temps. Puis aussi parce qu'on essaye de finalement que les différentes facettes qu'on aborde puissent apparaître. Donc il y a d'une part, on pourrait dire, qui sont les plantes, que sont les plantes, alors avec des points d'interrogation partout. Et la question de la collaboration et la question de la naturalité, puisque bon, ça c'est une question euh, qui se pose effectivement par rapport notamment lorsqu'il y a comparaison entre des plantes de cueillette en milieu naturel comparées aux plantes qui ont été domestiquées. Donc c'est toute la question de la domestication, parce que la domestication est une perte de naturalité. Euh, et voilà, qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'avenir? Donc dans tout ça, on a vraiment aussi, il y a toute une sociabilisation. Donc on travaille en petits groupes hein, qui sont d'une trentaine de personnes. C'est pas si évident de mobiliser des gens qui peuvent avoir 2 jours devant eux pour discuter. Surtout là, c'était en plein mois de mai, des maraîchers, des paysans. Donc il faut une motivation. Donc ce qui nous intéresse, et ça fait partie de nos choix, c'est pas de faire des statistiques, mais c'est vraiment d'aller vers des acteurs qui sont concernés, qui ont envie de discuter, qui ont déjà une réflexion. Et beaucoup d'entre eux sont des gens qui aussi interviennent dans des formations. Et du coup, bon, ben, ils ont un intérêt, c'est-à-dire ils vont retirer quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur formation. Donc pour nous aussi, c'est intéressant parce que nos questions peuvent être mutualisées, enfin, elles peuvent être un peu diffusées. Donc, on a aussi des temps, voilà, on a dit des temps d'expérience phénoménologiques. Donc, voilà, d'essayer de se mettre un peu de se décaler, d'être pas seulement dans le discursif, mais d'être aussi un petit peu de se plonger un peu dans l'expérience. Et notamment, bon, on a eu des temps de visite, visite du conservatoire ici, et visite des parcelles de multiplication des semences et des jardins. Et dernièrement, donc on a cette fois-ci, par l'intermédiaire de Florence, donc on a une sollicitation de l'AFC, l'Association française des cueilleurs professionnels, donc d'organiser des journées sur le thème justement de la cueillette, mais avec un agenda qui n'était pas de nous intéresser à la cueillette en général, mais c'était d'essayer de les aider à formuler et à faire ressortir ce qui ressort de leur expérience sensible, c'est-à-dire toute une partie par rapport au travail qui a été fait par l'AFC, comment dire, de faire guide de bonne pratique et un certain nombre de fiches, où finalement, se sont rendus compte que cette dimension de la relation sensible, elle avait été un petit peu gommée, parce qu'il y avait eu un choix d'être finalement audible aussi par, disons, une certaine lecture enfin, comment dire, une audience naturaliste. Donc quelque chose s'était perdu pour eux. Donc là aussi, donc des ateliers débat. C'était plus court, le format était plus court, donc on a fait 2 grands ateliers et on a eu plus de mal finalement à. Enfin, je pense que peut-être on n'avait pas assez de questions différentes. On ne les a pas suffisamment. Enfin, bon, disons qu'il y a eu un éventail très très vaste de questions qui ont été abordées.
Donc, il y avait la question, disons, ontologique aussi, hein. C'est quoi les plantes? C'est des ressources, c'est des êtres vivants. Donc, on cherche aussi à faire remonter le fait qu'on a des ambivalences, c'est-à-dire on n'a pas une seule position. Et que finalement, au travers de ces ambivalences, ben, on peut aussi peut-être voir pourquoi il y a des dimensions sensibles qui ne se sont, ou subtiles, qui n'apparaissent pas à cause de ces ambivalences aussi. Alors après, l'autre question, comment bien cueillir? Bah, c'est aussi la question des contradictions, parce que bien cueillir, bah, c'est pas, il n'y a pas bien cueillir, quelque part c'est écrit que ça c'est bien, et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est qu'il va falloir ajuster. Et alors, quand on est dans des milieux naturels, c'est encore plus frappant que lorsqu'on est dans son champ, où on pense que voilà, on a planifié les choses, on va faire d'une certaine manière, alors que là, il faut faire avec ce qui se présente. Et il y a tout un tas de négociations qui sont impliquées dedans. Alors, on avait aussi des temps, là, on était au mois de décembre et on n'était pas sur un lieu de cueillette, donc on n'avait pas de visite vraiment. Donc, on a fait un atelier, disons, un peu plus ludique avec du dessin pour raconter un lieu de cueillette. Et puis aussi une table ronde sur la question de qu'est-ce que c'est faire monde avec les plantes. Alors maintenant, moi, je vais vous dire, les choses que je fais ressortir maintenant, c'est les questions qui peut-être sont ma propre entrée, hein, puisque moi, je reste sur le volet de l'éthique. Et disons que ce qui m'intéresse, c'est l'éthique des vertus. Alors l'éthique des vertus, c'est l'éthique d'origine, on va dire. C'est l'éthique telle qu'elle a été introduite au commencement à l'époque grecque, par les Grecs et par Aristote en particulier. Et on peut trouver, alors moi ce qui m'intéresse c'est aussi de voir justement enfin il faut faire une traduction parce que les praticiens évidemment ne parlent pas la langue d'Aristote, mais on peut voir comment il y a des thèmes qui sont vraiment centraux, disons, dans l'éthique des vertus, qui transparaissent. Et je pense donc, même il y a toujours une question d'un besoin de normes, il faudrait pouvoir encadrer, empêcher qu'il y ait certains débordements, mais en même temps, il y a une revendication quand même qui est liée à l'éthique des vertus. Alors, la question de la vie bonne, hein, la quête de la vie bonne. Donc, le bonheur, la vie bonne, c'est pas un bonheur égoïste hein, dans la conception de l'éthique des vertus, hein. C'est vraiment, comment dire, bah, c'est aussi la condition d'une société, enfin, d'une communauté éthique possible. La disposition, alors quand on parle d'autonomie, ça revient énormément à l'autonomie paysanne. Bon, voilà, donc là, on est vraiment dans la question de la disposition à décider, qui est vraiment une notion, comment dire, pilier de l'éthique des vertus. Une des vertus qu'Aristote met au premier plan, c'est la phronésis, la sagesse pratique. Bon, ça, c'est aussi fréquemment mobilisé avec la question de l'empirisme, l'importance de l'empirisme, des savoirs pratiques. Voilà, donc, mais ce n'est pas seulement un savoir empirique, c'est aussi une capacité, une compétence éthique, c'est-à-dire c'est une vertu. Et d'autre part aussi, l'importance de faire modèle, comment transmettre, comment faire modèle, comment faire école. Donc, c'est la question de l'exemplarité et qui est aussi fondamentale dans l'éthique des vertus. Donc, on est complètement dans un autre narratif que celui de l'éthique normative, c'est-à-dire ce qu'on veut chercher, c'est comment on va pouvoir, comment dire, à partir de l'initiative centrée sur la personne humaine, pouvoir avoir un certain rayonnement. Donc, c'est une autre manière de penser l'action. Euh, alors, il y a beaucoup de... Bon, oui, j'ai mis certaines diapos soit en français ou en anglais parce que je les ai reprises d'exposer. Mais il y a une forme d'identification avec les plantes. Il y a comme un effet miroir, c'est-à-dire la relation avec les plantes fait que quelque part, on se retrouve face à un vis-à-vis qui nous renvoie à notre propre, comment dire, notre propre responsabilité. Donc, mon travail, c'est le leur et inversement. Donc là, on est vraiment dans un rapport de symétrie. Euh, une autre qui dit, voilà, c'est la plante qui mène l'affaire, hein, c'est elle qui fait qu'on va être amené à travailler à cet endroit, ben, c'est elle qui nous amène là.
Donc, on lui donne en quelque sorte la responsabilité de, de conduire le processus. Et on devient partenaire, finalement, on devient partenaire. Ça veut dire on rentre euh, dans cette reconnaissance qu'il y a une forme d'agentivité au travers de ce genre de formulation. Alors, la question de la recherche du juste milieu, donc c'est vraiment une des questions aussi qui est au centre de l'éthique des vertus. Il y a la recherche d'équilibre, la recherche de justesse. Qu'est-ce que c'est que l'action juste? Comment savoir jusqu'où je peux aller? Est-ce que je peux aller jusque-là je sais que je dois faire avec mes contradictions, que je dois trouver un entre-deux. Et puis, il y a une autre question aussi qui est importante et que j'essaye de relier pour le moment encore comment dire, en ébauche, mais à la vertu de tempérance. C'est l'idée, le fait que les plantes, finalement, nous permettent une reconnexion avec la totalité. Une reconnexion avec la totalité. Et puis en même temps, elle nous rassemble. Donc il y a quelque chose qui est un peu unificateur, non pas unificateur, mais rassembleur, et qui nous replace dans une intégrité. Et je dirais que je relie à la tempérance dans le sens où la tempérance, c'est pas seulement la modération, mais la signification étymologique, c'est avoir tout son esprit à propos de soi-même. Donc en gros, c'est savoir qui on est. Savoir qui on est, mais c'est aussi savoir quelle est sa juste place. Et ça, c'était très, très frappant. Ben, des deux côtés, c'est exprimé différemment, en fait, par les paysans et maraîchers et par les cueilleurs. Bon, alors, donc, pour terminer, est-ce qu'on peut parler d'une politique enfin, d'une agroécologie vertueuse? Parce que ça, c'est une expression que je vois de temps en temps, agriculture vertueuse, agroécologie vertueuse, et qui me pose un peu problème parce que c'est utilisé de manière normative. Donc, utiliser le mot vertueux, vertu ou vertueux de manière normative, pour moi, c'est une corruption carrément de l'éthique. Et donc, je dirais, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'agriculture vertueuse sans des paysans vertueux. Ce qui veut dire que si je redéfinirais la soutenabilité de cette façon, la soutenabilité n'est possible en tant que, d'un point de vue, en tant que définition éthique, qu'à la condition que l'on puisse maintenir des relations qui ont du sens entre, alors j'ai écrit ici les paysans, mais c'est bien sûr paysans, voilà, cueilleurs, etc. Tous ceux qui travaillent avec les plantes. C'est la condition. Donc ça veut dire non pas qu'il faudrait qu'il n'y ait plus que des cueilleurs et des petits paysans, mais il faudrait qu'il y ait en tout cas une masse critique. Parce que si on ne maintient pas cette masse critique, ben, je pense qu'il y a quelque chose qui, dans la matrice agriculturelle, risque de s'effondrer. Et d'autre part, la question par rapport à la question d'exemplarité, je pense aussi, c'est qu'il y a la possibilité, enfin, je dirais, le support que peut apporter la capacité d'initiative et d'action collective de la part des paysans ou des cueilleurs. Ils ont cette capacité à être eux-mêmes les porteurs d'initiative. Et donc, plutôt que de vouloir organiser les choses par en haut, de la manière normative, je dirais que l'éthique des vertus, c'est une éthique remontante. Et enfin, il y a une autre question que je trouve intéressante. Bon, c'est toutes les questions autour de la diplomatie. Et moi, j'avais proposé il y a quelques années l'idée d'un parlement des plantes. Alors, bon, c'est une idée pour le moment qui est complètement embryonnaire, mais voilà, je la propose quand même toujours. Je la redéfinis comme une institution potentielle ou une hypothèse instituante et qui peut être tout à fait du même ordre que ce qu'on voit, par exemple, comme un Parlement de Loire ou une Assemblée populaire du Rhône. On pourrait très bien imaginer la même chose, c'est-à-dire qu'il y a déjà des réseaux de paysans, des réseaux de cueilleurs, et qui pourraient très bien s'organiser eux-mêmes en Parlement des plantes et justement ayant vocation à exprimer, à défendre
leur façon d'envisager des communautés plantes humaines. Et au moins de les faire exister, comme hypothèse, c'est déjà existé. Voilà. Alors, bon, donc on a à ce stade, voilà, juste quelques références de publications qui sont plus ou moins à paraître actuellement. Et bah, je vous remercie pour votre attention. Et puis voilà, je suis prête à revenir sur certaines choses parce que je suis peut-être passée vite ou pas, je sais pas. Je vais t'aider pour les questions-réponses. Oui. Donc, on va peut-être prendre s'il y a des questions ici, puis après, s'il y a des questions venant des gens en visio. Est-ce que parmi vous, il y a des réactions? Oui? C'est en fait le terme jour 2 des créatures. Je voulais savoir en fait le terme créature, c'est créature, en fait c'est la parenté directe avec la manière la Bible évoque l'animal et camp. Est-ce que c'est ça la parenté, est-ce que c'est ça qui est derrière ou c'est autre chose? Pourquoi en fait je ne parle pas aujourd'hui des natures ou voilà, en fait, pourquoi ce terme créature a été choisi Ah ben déjà, c'est pas la nature, hein, c'est des êtres vivants, parce que la nature, c'est les fleuves, c'est les montagnes, enfin, c'est beaucoup de choses, la nature. Donc là, il s'agit quand même des êtres vivants, premièrement. Effectivement, on est dans un contexte suisse avec une forte présence de la théologie protestante. Donc, il y a un ancrage dans cette culture-là. Et après, en allemand, c'est peut-être possible aussi de parler de créatures. Et à part les Français, parce que les Italiens, ils n'ont pas l'air d'avoir des problèmes. Mais ça, je ne sais pas, il y en a peut-être qu'on contesté, hein, mais en tout cas, ça n'a pas abouti à ce qu'il y ait une reformulation en italien. Et en anglais, alors là, ils ont un petit peu esquivé le problème, parce qu'ils ont traduit en Dignity of Creation. Donc, ils ont un petit peu bifurqué. Mais enfin, bon voilà, creation aussi, on peut se demander. Mais je trouve que c'est pas très juste parce que finalement, bah, justement, l'idée que c'était les êtres vivants qui étaient nommés, alors que si on dit la création, je ne sais pas ce que c'est la création. Hein. Ça devient un petit peu. Bah, bon, voilà, c'est comme ça. Ce sont des traductions hein, qui sont travaillées au niveau fédéral et mais je ne pense pas, en revenant à l'allemand, je suis certain que ce n'est pas une créature, on renvoie à un autre terme en fait, biblique, c'est vraiment une parenté qui me semble tout à fait prendre pour discuter. oui, 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 non, mais c'est ce que j'ai dit, il y a la culture théologique protestante qui est là, très présente, c'est clairement. Oui, oui. Donc, c'était des questions sur le terme de créature. Hein. Pour si vous n'avez pas entendu. Vous entendez les questions, là, pas spécialement? Bon, je les répète. Bon, en tout cas, je voulais simplement ajouter que pour ma part, justement, dans le dossier sur les 30 ans, enlever quoi? Ça? Non, non, la diapo, quoi. Fermez le. Mais je ne sais pas. Diapo. Je peux le fermer. J'arrive. Voilà. Oui, j'ai discuté justement toute cette pourquoi les Français étaient tellement irrités par cette. Enfin voilà, il y a quelque chose dans l'esprit français aussi qui est particulier. Parce qu'on peut dire oui, les Suisses ils sont particuliers, mais on peut dire aussi les Français ils sont un peu particuliers. Ils ont aussi des problèmes. Hein, et on ne sait pas pourquoi ils ont ces problèmes. Hein, pourquoi ça leur pose problème. Donc moi, je me suis intéressée aussi à repenser, enfin philosophiquement, hein, en termes de voilà de bah, ça renvoie à comment dire, au fait qu'il y a une création dans la nature. Hein. La nature est constamment en train de se créer. Elle est tout le temps en train de se créer, de se recréer. Elle se crée elle-même. On n'est pas obligé d'avoir une vision, comment dire, d'un Dieu créateur ou si c'est ça le problème. Donc, j'ai essayé de montrer ça. Donc, je trouvais que voilà, il y avait tout un débat que les Français ont certains débats qu'ils n'ont pas résolus et en même temps, c'est très intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est formidable, peut-être que les Suisses, ils vont réouvrir les débats que les Français n'ont pas été capables de mener plus loin. Petite, petite pique au passage. Qu'est-ce qu'il y a?
Moi, j'avais 2,5 questions. Merci beaucoup pour votre exposé 2,5, je ne sais pas. très intéressant. La première, c'est du coup, est-ce que un des problèmes de la profession, c'est qu'on arrive, je n'arrive pas à penser une temps sans penser à une personne, une manière de personnifier tous les objets qu'on touche dès qu'on entre en relation, et du coup, on entre en relation. Donc, qu'est-ce qu'on fait du concept de personne, ou une ou plusieurs personnes différentes? Et ça revient aussi le fait que on met, vous avez parlé de plantes finalement, mais c'est un règne qui couvre des espèces qui n'ont tellement rien à voir, enfin, qui ont encore moins à voir comparé à nous. On ressemble plus je sais pas, à un poisson que les différentes plantes entre elles. Donc, est-ce que le fait de penser les plantes en une seule chose, ça pose pas aussi problème que... Et du coup, c'est ce qui arrive sur des problèmes encore plus complexes, comme le temps. Le temps et la chaleur influencent les plantes et sur des manières très différentes en fonction de leur espèce, alors que nous, c'est très différent. Donc, qu'est-ce que vous faites du temps, tous ces concepts finalement perturbent complètement notre relation. Je ne sais pas qui d'ailleurs. Je pense que lorsqu'on est dans des pratiques, on voit bien que le temps, il est intégré quand même. C'est-à-dire, c'est justement, c'est vraiment du temps de présence, c'est du temps d'immersion en général. En tout cas, pour quand on est maraîcher ou quand on est cueilleur, on n'est pas dans un temps, comment dire, distancié. On est dans un temps vécu. Donc, il y a aussi ces questions je veux dire, enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est complètement intégré dans les processus même de culture et enfin, dans les pratiques. Ça, c'est des questions qu'on peut avoir quand on n'est pas en prise avec, mais sinon, c'est le temps, enfin, le temps qu'il fait et le temps qui s'écoule sont évidemment au cœur enfin, je veux dire, c'est une des principales questions qui se posent pour des praticiens. Je sais pas. Hmm, hmm. Vous avez une autre question? C'était les notions de... Est-ce que penser les plantes toutes dans le même, tout se règne dans un même contexte est pertinent parce que finalement c'est des choses c'est des êtres très différents dont on rassemble sous le terme plante. Oui, ça c'est vrai, c'est clairement des êtres très différents, mais ça n'empêche que je dirais qu'on va avoir des types de, si on revient encore aux pratiques, si on regarde dans les pratiques qu'on peut avoir avec des plantes, que ce soit dans la cueillette ou dans au champ, ça veut dire qu'on a certains outils, qu'on a certaines façons enfin voilà, il y a des choses qui vont se retrouver même si c'est des plantes différentes, même si ça impose des temporalités différentes, comment dire, des parties différentes. C'est vrai que si on regarde les plantes qui ont été domestiquées, c'est quand même des plantes, c'est une certaine catégorie de plantes. On n'a pas domestiqué les mousses, on n'a pas domestiqué les fougères. Enfin voilà, on a quand même domestiqué une certaine. Donc ça crée un tropisme aussi sur la façon dont on envisage les plantes. C'est quand même des plantes. Alors bien sûr, il n'y a pas que les productions de nourriture. On pourrait se dire, il y a la foresterie. Alors on est dans encore une autre catégorie. On est dans d'autres temporalités. Mais ça, c'est les questions qu'on n'a pas abordées en priorité, quoi, en fait, dans ce contexte-là. Mais il y a quand même des caractéristiques qu'on va retrouver, néanmoins. En fait, vous faisiez, enfin pour moi, vous faisiez référence à ce qu'on appelle, ce que les biologistes au départ ont appelé le règne végétal pour le distinguer du règne animal, quoi. Et si ce règne végétal forme un tout au nom duquel on peut parler de façon générale. C'est ça votre question, en fait, non? Alors, un peu répondu effectivement comment en fait, la manière dont on pense la personne ou l'être en face, souvent on ne fait que écouter certaines choses parce qu'on s'attend à ça et du coup comment on écoute des plantes si différentes comme
une algue ou un arbre. Bah, je trouve que travailler avec, c'est une bonne manière de se mettre à l'écoute. Parce que je dirais que si on entre vraiment en interaction, bah, on va entendre des choses quand même. On ne peut pas rester dans des abstractions, on ne peut pas rester dans des généralités. Dire les généralités, c'est bien quand on est dans un endroit comme ici, mais dans la vie réelle, c'est pas comme ça. C'est vrai que si je me permets de compléter l'atelier qu'on avait fait avec les praticiens, en fait, beaucoup de paysans, ils faisaient beaucoup référence à au regard qu'ils avaient sur des plantes différenciées, hein, par exemple la plante cultivée, les adventices qui arrivent autour, les plantes qu'il faut coloniser ou les plantes qu'il faut favoriser, et que donc ils avaient vraiment des actions différenciées vis-à-vis des plantes qui formaient un tout. Et ça c'était des témoignages qu'on avait eu assez forts, qu'on n'a pas eu de la même façon avec les cueilleurs parce qu'on était sur d'autres thématiques. Mais sur la question du travail, c'était vraiment comment on travaille avec les plantes, en fait. Ces distinctions étaient assez présentes. Hein, ils nous citaient les espèces. On a eu des tas d'exemples au cours du séminaire. Je me permets de... Oui. Moi, je voulais revenir sur la partie où vous parlez de sortir des sciences un peu non mécanocentriques, c'est ça? Oui. Dans le sens d'écrire les mécanismes. Les mécanismes, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Ça peut être biologique. Donc, l'idée, c'est d'étudier plutôt dans ce que vous avez en tête quand vous dites ça, c'est étudier plutôt les comportements que peuvent avoir les plantes, sans forcément décrire la mécanistique qu'il y a derrière. Non, c'est complètement. Je peux reprendre la question parce que je ne pense pas qu'ils l'entendent. Ah oui. Comme ça, on verra s'il a compris. Oui, la question, elle porte qu'est-ce qui est entendu par réviser le mécanocentrisme, sortir des sciences mécanistes, c'était ça la question. Et ensuite. Et du coup, est-ce que ça sous-entend l'étude du comportement plutôt? Ah oui, voilà. Est-ce que ça sous-entend l'étude du comportement? Alors, bah non, c'est pas parce que là, c'est rester dans le mécanocentrisme, de se dire, bah, on va étudier le comportement. Le mécanocentrisme, c'est finalement, comment dire, le paradigme des sciences occidentales, dites de la colonisation. Donc, c'est le paradigme central. L'univers est une machine, tout est une machine. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, étudier un comportement, ça reste, on peut étudier le comportement d'une machine, ça pose pas de problème. Donc, je veux dire, c'est le problème de la référence, mais c'est la référence épistémologique. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment les fondamentaux sur lesquels il faut retravailler. C'est pas sur un aspect ou un autre. C'est vraiment le fondement. Est-ce qu'à la base, je prends comme acquis l'idée du mécanisme, sachant que le modèle du mécanisme, c'est l'animal, que tous nos mécanismes ont été imités à partir de notre compréhension des animaux. Donc, finalement, avec une science mécanocentrique, on est toujours en train d'étudier des animaux théoriques. Donc, en fin de compte, et d'ailleurs, les plantes ont été étudiées, sont devenues des objets scientifiques à partir du moment où on a constaté qu'elles étaient composées de matière organique comme les animaux. Et dès lors, on pouvait poser les questions. Ah bien, est-ce qu'elles se nourrissent? Est-ce qu'elles se déplacent? Est-ce qu'elles souffrent? Etc. Et donc, toutes nos questions sont mues par le fait que finalement, on va trouver une référence à quelque chose qui finalement est paradigmatiquement l'image que nous projetons, nous, dans nos productions donc de l'animal dans le mécanisme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais...